Salut à tous, c'est Karel de la chaîne Codalea. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon point lecture du mois de juin qui se termine. Aujourd'hui, on va parler de la trilogie du Magicien Noir, c'est la guilde des magiciens de Trudy Canavan. Je vais continuer avec le tome 4 de la geste des Chevaliers Dragons de Ange et Brisken aux éditions Soleil. Ensuite, on continue avec les tomes 33 et 34 de Aria, c'est de Michel Weyland et c'est aux éditions Dupuis. Et je terminerai avec ma lecture en cours, il s'agit de La Magnifique de Isor de Saint-Pierre chez Albin Michel. On y va. Donc tout d'abord, je vais vous parler du livre que j'ai terminé il y a environ une semaine. Il s'agit de Trudy Canavan, la trilogie du Magicien Noir, la guilde des magiciens, donc c'est le premier tome, et c'est aux éditions Milady. Ce livre-ci est un SP, un service presse de la maison Brajlon, puisque je suis partenaire avec eux. Alors si ça vous intéresse, vous avez la chronique écrite sur mon blog, mais je vais vous en parler un petit peu rapidement ici. Donc l'histoire se passe dans la ville d'Imardine. Nous suivons Sonéa, qui est une jeune... pas va-nu-pied, puisque c'est une jeune fille pauvre, on va dire. C'est pas non plus une sans-sous, mais c'est une fille des bas quartiers, on va dire. Et elle habite donc dans un des quartiers de la ville d'Imardine qui est géré par une guilde de magiciens qui sont dépeints de façon un petit peu très négative, puisque, enfin, ce que je peux comprendre, c'est que ces magiciens font des purges chaque année pour vider certains quartiers de leur populace vraiment de basse extraction. Et il se trouve que le jour où Sonéa donc assiste à une purge, elle arrive à envoyer un caillou qui traverse le bouclier magique qui protège les magiciens, et elle arrive à toucher à la tête l'un des magiciens. Va s'en suivre une énorme course-poursuite donc à travers toutes les rues d'Imardine, puisque les magiciens essayent de comprendre ce qui s'est passé, de retrouver cette jeune fille qui a fait quelque chose qui n'était absolument pas possible, puisque voilà, normalement n'importe qui n'est pas censé traverser le bouclier. Ils vont essayer de comprendre, voilà, il s'agit d'une magicienne qui est née dans les taudis, dans la basse population, alors que justement les magiciens sont censés ne venir que des familles nobles d'Imardine. Voilà, ça c'est un petit peu le début de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Personnellement, j'étais un petit peu mi-figue mi-raisin, ça n'a pas été une franche réussite, même si c'était très agréable. C'était un premier tome d'exposition en fait de la saga qui était assez sympa. Mais il y a en fait des moments que j'ai trouvé assez longs, surtout pendant toute la course-poursuite, on avait juste envie de dire bon, c'est bon, allez-y, c'est bon, on a compris, faut que ça avance un petit peu, parce que ça avait tendance un petit peu à tourner en rond. Même si je voulais pas forcément que Sonéa se fasse choper en 4 pages, quoi, mais j'ai trouvé que voilà, pendant 150 pages, c'était quand même un chouille un petit peu trop long. Maintenant, voilà, c'est très agréable à lire, c'est plutôt bien écrit. Il y a cependant quelques moments en fait dans le livre où sincèrement, il a fallu que je relise le passage pendant 2 ou 3 fois parce que je me suis rendu compte que j'avais pas compris. Merci Kiavian. Il a fallu que je relise certains passages pendant 2 ou 3 fois parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir compris ce qui s'y passait. C'était surtout dans des moments d'action et qui sont censés voilà, être des moments suspense où il se passe des choses vraiment... comment dire... où il y a des turnovers quoi. Et... plutôt des turning points, pas des turnovers, des turning points. Et je trouvais que cet effet-là, en fait, tombait à plat, puisque quand il se passait des choses, je comprenais pas ce qui se passait, il fallait que je revienne en arrière, donc du coup, l'espèce d'effet de surprise n'était pas là, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Je sais pas du tout si c'est dû à un problème d'écriture, un problème de traduction, mais c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé 2 ou 3 fois, et toujours à des moments comme ça de turning point. Voilà. Sinon, j'avoue que j'ai plutôt été assez séduite par ce début de saga. C'est peut-être un petit peu jeunesse, je dirais. C'est pas forcément ce à quoi je m'étais attendue de Trudy Canavan. Enfin, j'avoue que je ne m'attends pas à grand chose parce que c'est la première fois que je lis un livre de Trudy Canavan, mais bref. Je pense que c'est un bouquin qui serait sans doute plus pour des jeunes qui aiment la fantasy ou pour des gens qui éventuellement veulent s'essayer un petit peu au genre ou qui n'ont pas lu le fantasy depuis longtemps. Ça peut être un bon livre pour entrer dans le genre. Voilà, en tout cas, je pense que je lirai le tome 2, pas tout de suite puisque j'ai envie de lire autre chose, mais voilà, ça m'a quand même mis un petit peu la puce à l'oreille et ça m'a un petit peu
séduite, en tout cas assez pour lire la suite. Ensuite, je vais vous parler de ce tome 4 de la geste des Chevaliers Dragons, c'est de Ange et Brioness, c'est aux éditions Soleil. Cette BD là, si vous aimez la fantasy, si vous aimez Ange, qui est aussi, en fait c'est Ange, c'est deux personnes, c'est Anne, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Anne et Gérard en tout cas, qui font vraiment des choses absolument énormes à deux, ou même tout seuls, de chacun de leur côté, et ils ont commis cette série de BD qui est absolument géniale. Je vous en avais parlé un petit peu vite fait dans mon acquisition livresse, parce que ces BD là que je vous présente aujourd'hui viennent de la bibliothèque. C'est une saga que j'avais déjà commencé à lire puisque j'avais acheté avec mes sœurs les 3 premiers tomes. J'avais adoré la geste des Chevaliers Dragons. Pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est aussi une série qui est un petit peu expérimentale dans le sens où Ange et donc je pense que c'est Anne qui écrit le scénario des BD, donc c'est toujours Ange qui écrit le scénario. Par contre, au dessin, nous avons en fait une personne par tome, et donc chaque tome a un dessinateur différent. Donc, il arrive que des dessinateurs reviennent sur plusieurs tomes, mais voilà, ils sont pas des tomes qui se suivent. Donc on a toujours le plaisir de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux dessinateurs, un petit peu éparpillés comme ça tout le long des tomes. Et ce tome-là, les amis, ça a été une pure claque. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le palpitant là comme ça qui a réagi avec une BD, ça faisait extrêmement longtemps que ça m'était pas arrivé, et ce tome 4 là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je vais essayer de remettre un petit peu dans le contexte, pas forcément vous parler de ce tome là en particulier, quoique il pourrait être lu, je pense, à part, puisque moi la geste des Chevaliers Dragons, je l'ai pas lu depuis facilement peut-être 10 ans, peut-être un petit peu moins, mais au moins 7-8 ans, donc ça m'a pas non plus désarçonné de reprendre, alors que je sais que j'avais bien aimé les 3 tomes précédents, mais c'était pas, je m'en souvenais pas comme ça, comme si je les avais lus hier. La geste des Chevaliers Dragons, qu'est-ce que c'est? Ça se passe dans un univers de fantasy, donc nous avons des villes et des terres qui sont complètement éradiquées à cause de la présence du dragon, puisque non seulement ils détruisent tout sur leur passage, mais en plus ils dégagent une espèce d'effluve comme ça dans l'air, que les gens appellent le veille, et qui en fait a tendance à transformer les hommes et les femmes en créatures complètement dégénérées qui vont plus vers le monstre que vers l'humain. Et les seules personnes qui sont aptes à résister à ce veille, ce sont les femmes vierges, donc qui n'ont jamais couché avec des hommes, et du coup les femmes se sont organisées en ordre combattant, donc il y a un ordre Chevaliers Dragons, donc ce sont que des femmes, des guerrières vierges, et qui vont justement essayer de garder leur virginité le maximum possible pour essayer de résister donc à ce veille que provoquent les dragons. Je vais pas forcément rentrer dans le détail de ce tome-ci puisque je voudrais pas déflorer un petit peu un petit peu voilà, le suspense et l'intrigue de ce tome-là, mais voilà, ça a juste été une grosse claque, que ce soit dans l'action, parce qu'il y a de l'action constamment, et puis que ce soit le dessin qui est juste à se taper le cul par terre, évidemment. Mais même je trouvais, je vais vous parler des autres BD après, mais au niveau de l'écriture que j'ai trouvé justement excellente, j'avais oublié que j'étais dans une BD quoi. C'était vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça justement dans une BD, et c'était fort agréable ma foi. Ensuite, parlons un petit peu de Aria. C'est une saga de Michel Vaillant. Là, il s'agit des tomes 33 et 34. Vous pouvez trouver ça chez Dupuis. Alors moi, Aria, c'est une série que je suis depuis que je suis adolescente. J'en ai facilement une petite vingtaine là derrière, que j'ai vraiment adoré. Mais je trouve qu'au niveau justement de scénario, ça a tendance un petit peu à baisser. J'ai beaucoup plus apprécié les tomes qui sont autour du 17 jusqu'au 25, grosso modo. À partir des Indomptables, pour ceux qui connaissent la série, les Indomptables jusqu'à toute la saga Vénus en colère, etc. J'avais adoré. J'avais adoré par exemple ce tome-ci, la Vestale de Satan, que j'ai dans sa première édition avec le truc cartonné. Maintenant il n'existe plus comme ça, la couverture en fait est celle-ci. Et je suis vraiment contente de l'avoir dans cette édition. Bref, c'est pas de celui-là dont je voulais vous parler. Mais voilà, j'ai trouvé que ces tomes-ci, ça s'essouffle un petit peu, même s'il y a vraiment des rebondissements par rapport à ce qui se passe, voilà, les rescapés du souvenir notamment, il y a des choses
qui arrive, qui chamboule un petit peu tout ce qui s'est passé avant, puisque on sait que Arya est une orpheline, s'est passé plein de choses dans son passé, et là notamment, de toute façon vous le saurez quand vous lirez, enfin je vais peut-être pas vous vendre la mèche en tout cas pour ce tome-là, mais voilà, il se passe quand même beaucoup de choses qui font que tout ce qui a été fait avant n'est pas forcément balayé d'un revers de la main, mais qui change quand même beaucoup de choses, et ça arrive d'une façon en fait où pouf pouf pouf, bon bah voilà, on change, deal with it, et puis c'est tout. Donc j'ai trouvé que ce changement avait été pas forcément bien amené, et il y a aussi en fait un problème, je sais pas si c'est un problème, en tout cas quand j'ai comparé par rapport, j'ai lu cela après la geste des Chevaliers Dragons, et au niveau de la structure, au niveau de la narration de l'histoire, j'ai un petit peu trouvé que dans ces tomes-là, il y avait beaucoup de choses qui étaient trop dites, dans le sens où on a vraiment l'impression que dans chacune des bulles, on a droit à tout ce que pense Arya, tout ce que... Et du coup, beaucoup trop de choses, quoi. Ça m'a rappelé un petit peu les premiers épisodes, les premiers comics de X-Men, où c'était du blablabla, on en avait vraiment... on avait écrit en fait tout ce qui se passait dans leur caboche, et ça, du coup, ça devient un petit peu fake. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y avait un petit peu trop de... Enfin, voilà, ils disent ce qu'ils font, ce qu'ils décrivent, ce qu'ils pensent, et ce qui fait que ça devient... c'est pas très crédible, en fait. Malgré ça, j'adore toujours le dessin de Daria, je sais pas, moi c'est un peu une Madeleine de Proust aussi pour moi. J'adore le dessin, que ce soit vraiment les personnages, Arya en elle-même, j'adore ses fringues, je suis trop fan de ses fringues. Et puis tout l'univers, en fait, il y a un petit arrière-goût de Moebius. J'adore vraiment la façon dont il fait les bâtiments, la façon dont il organise comme ça l'espace. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, après, c'est vrai qu'au niveau scénario, je trouve que on est un petit peu en pente descendante, et il raconte des histoires qui, moi, j'avoue, m'intéressent un petit peu moins, et en plus d'une façon qui me branche moins qu'avant. Maintenant, voilà, pour l'instant, c'est le tome 33 et 34, je pense qu'il y en a d'autres, je sais plus à quel niveau on est maintenant, 37 peut-être, 37 ou 38, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais continuer à lire parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe par la suite. Et pour terminer, je vais vous parler de mon bouquin que j'ai en cours. Celui-ci est un emprunt de la bibliothèque, donc c'est La Magnifique de Isor de Saint-Pierre, c'est aux éditions Albin Michel. Alors ce livre-ci, de quoi parle-t-il? Il parle de Roxelane, c'est la favorite préférée du sultan Soliman le Magnifique, qui a été sultan à peu près au même moment que Henri VIII et François Ier, pour vous donner une petite idée. Et voilà, c'est une histoire que je voulais lire depuis extrêmement longtemps. Et voilà, moi ça a toujours été un monde et une époque qui me rendait vraiment curieuse, voilà, curieuse, parce que tout ce qui était harem, tout ce qui est Constantinople, l'Empire Ottoman, etc., je trouve ça extrêmement séduisant. Vous connaissez un petit peu l'orientalisme et tout ça, même si voilà, on a un petit peu idéalisé et très sexualisé aussi toute cette partie-là de l'Asie mineure. Oui, je crois que c'est ça, non, l'Asie mineure. Enfin bref, toute cette partie-là de la Turquie, quoi. Je voulais en savoir un petit peu plus sur Soliman, sur donc Roxelane, qui est en fait une esclave. Donc qui a été, je crois qu'elle vient des pays de la Géorgie ou quelque chose dans ce coin-là, et donc qui a été vendue comme esclave au harem du sultan, et elle a voulu gravir les échelons pour devenir en fait la principale, la sultane, et son objectif c'était de devenir sultane validée, c'est-à-dire la mère du prochain sultan, quoi. Et on retrouve donc le harem avec ces intrigues de cour qui sont très, très spécifiques au harem et très spécifiques à la cour ottomane, qui est extrêmement exquise et extrêmement codifiée. C'est un univers qu'on n'a pas forcément l'habitude justement de voir de notre côté occidental, je dirais. Je voulais un petit peu en savoir un peu plus sur ce qu'était un petit peu la vie dans les harems, qu'est-ce que c'était justement les intrigues de cour. Ça avait l'air extrêmement compliqué de garder sa vie dans ce milieu-là, puisque les gens se tuaient un petit peu à tour de bras, que ce soit se faire jeter
sur les rives dans le Bosphore, ou alors se faire étrangler gentiment par des muets ou ce genre de choses. Et voilà, c'est un petit peu ça qu'on découvre dans ce bouquin. Pour l'instant, je n'en ai lu qu'un tiers, donc il me reste encore 2 tiers à lire. La lecture est plutôt agréable, c'est très bien écrit, franchement, je trouve il y a une qualité de français, une qualité d'expression et tout ça qui est vraiment très agréable. Maintenant, j'avoue que je pense que je reviendrai un petit peu dessus, mais ça manque de dialogue à mort. Moi, j'adore les dialogues, et je dois dire que ça me manque beaucoup, et je trouve que justement, moins il y a de dialogue, moins elle arrive à faire vivre les personnages, et du coup, moins on arrive à se prendre d'empathie avec les personnages. Je pense que on verra si ça s'arrange au fur et à mesure du bouquin, mais là, c'est quelque chose que je ressens, en tout cas dans ce premier tiers, où ça manque un petit peu, ça fait plus de belles phrases que ça ne fait vraiment vivre les personnages, voilà. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, encore une fois. Donc si vous avez envie de me laisser une petite question, un commentaire, si vous les avez lus, si vous les avez pas lus, si vous donne envie ou quoi, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille sous cette vidéo, je serai extrêmement ravie de vous répondre. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!